c'est du jamais vu, mais c'est bien. Hein. Merci à tous et à toutes de votre participation et de votre venue. Donc, bienvenue pour notre table ronde sur le télétravail avec une question qui va nous servir de fil rouge, le télétravail, stop ou encore. Donc, la crise du coronavirus a bouleversé beaucoup de choses dans nos vies et notamment au travail. Et dans l'organisation du travail, il ne vous aura pas échappé qu'on a tous et toutes, pour la grande majorité, beaucoup télétravaillé cette année. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on va faire le point avec nos intervenants. Et juste pour vous donner un petit chiffre, une étude qui a été réalisée par Malakoff Humanis du coup en mai, qui nous expliquait que plus de 70% des salariés voulaient continuer à télétravailler après le confinement. Donc on va voir si cet engouement est toujours aussi dense aujourd'hui ou si le télétravail commence peut-être à être remis en cause. Donc on va essayer de voir un petit peu avec nos intervenants quels sont les avantages et les risques du télétravail et surtout dans quelles conditions le télétravail peut être vertueux et peut-être aussi à quel rythme. Donc je suis Fabienne Brocaret, je suis fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié au bien-être au travail et à la qualité de vie au travail. Et cette année, un des thèmes les plus recherchés sur notre site, c'était la question du télétravail et du management à distance. C'est vraiment, je dirais que la crise du coronavirus aura eu pour vertu de jeter un bon grand nombre de personnes dans le grand bain du télétravail d'un coup, et que du coup a mis ces questions vraiment au premier plan pour beaucoup d'entreprises, même celles qui n'avaient pas pour habitude de télétravailler. À mes côtés, alors un peu loin, j'en suis désolée, mais on respecte les mesures. À mes côtés, pour en débattre, Anne-Sophie Godon-Ransonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice innovation chez Malakoff Humanis. À vos côtés, Frédéric Lelouch, vous êtes responsable RSE à la CFDT. Bienvenue. Troisième intervenante, Patricia Wendling, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne, DRH plutôt, et à votre compte, vous avez fondé Human Factor. Et alors, je tiens aussi à préciser que vous avez créé un livre qui tombe à pic, qui s'appelle Télétravail, mode d'emploi. Et non seulement vous pouvez le trouver à la librairie, au stand de la librairie rue de l'Échiquier, mais en plus, Patricia peut vous le dédicacer, puisqu'il y aura une séance de dédicace à la suite de notre conférence. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et comme ça, vous aurez un livre très pratique pour pouvoir mettre en place le télétravail à l'échelle individuelle et collective. C'est ça qui est intéressant dans le livre, qui prend, je dirais, en compte le salarié, mais aussi le manager et le DRH. On aura l'occasion de reparler de ce trio. Et enfin, il fallait bien quand même que la gente masculine soit représentée, que ce ne soit pas une table ronde 100% féminine. Donc bonjour Laurent Chahin, je vais y arriver. Vous êtes du coup responsable People, Éducation et Culture dans le groupe Mazars. Oui, je suis Géo de Mazars. En résumé. Alors, on vous laissera 5-10 minutes à la fin de la table ronde pour poser vos questions. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore assisté à des conférences aujourd'hui à ProDurable, ça va être un peu particulier. Je ne vais pas pouvoir passer dans la salle, vous donner le micro, mais la technique est là pour nous sauver, donc on espère que ça va marcher. Donc, vous pouvez poser vos questions en allant sur le site ProDurable, donc produrable.com. Vous allez dans la programmation du jour, donc dans Programme, et vous allez trouver notre table ronde, télétravail, stop ou encore. Et là, quand vous cliquez dessus, vous retrouverez les intervenants et un petit onglet interaction, et là vous pouvez poser toutes vos questions, et moi je vous réserve 5-10 minutes à la fin pour les poser à nos intervenants. Donc si je jette un œil à mon portable pendant la conférence, c'est pas du tout que je m'ennuie ou que je veux regarder mes mails, mais c'est plutôt pour voir si ça marche, et si ça ne marche pas, on fera à l'ancienne et vous parlerez un petit peu fort et ça ira très bien aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos expériences, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter sur le sujet, et profitez aussi de l'expertise de nos intervenants pour pouvoir leur poser vos questions à la fin de la conférence. Alors, quand on parle de télétravail, comme je le disais, c'est un sujet qui est beaucoup recherché et dont on a beaucoup parlé cette année. Frédéric Lelouch, je voulais commencer à voir avec vous de quoi on parle quand on parle de télétravail, parce que beaucoup de salariés ont découvert le télétravail pendant le confinement, donc pas forcément dans les meilleures conditions, et ils peuvent avoir une vision peut-être erronée ou réductrice de ce qu'est vraiment le télétravail. Donc, quand on parle de télétravail, on parle de quoi exactement ? Quand on parle télétravail, on pense d'abord organisation du travail un peu hors les murs, donc a priori plutôt un sujet RH. Sauf que le télétravail, c'est évidemment pas que ça. Rien qu'à voir le nombre d'articles de presse cette année qui sont sortis, plus d'une dizaine de milliers entre mars et juillet, on voit bien que c'est un véritable phénomène de société, il y a un vrai engouement pour ça. Et en fait, le télétravail, c'est un sujet aux multiples ramifications. Ça a des ramifications sociales, parce qu'on parle de l'évolution de l'organisation du travail.
C'est un sujet sociétal, un moyen de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. C'est un sujet territorial, parce qu'avec le télétravail, on peut contribuer à maintenir ou à développer des activités dans des territoires éloignés des entreprises. C'est aussi un sujet économique, avec peut-être une plus grande productivité des travailleurs, on en reparlera. Et puis un sujet environnemental, avec la question de l'impact, moins d'impact des trajets, domicile-travail, etc. Donc en fait, puisque ça a autant de dimensions, on en fait un sujet de RSE, qui est aussi le sujet dont je m'occupe. La plateforme RSE que je représente ici en a fait un sujet d'étude et continue à travailler en ce moment sur ce sujet-là. Donc, premier point, le télétravail, ce n'est pas uniquement un sujet RH, c'est un vrai sujet sociétal et c'est un sujet de RSE. Deuxièmement, et je vais essayer d'être brève pour laisser la parole à tous, le travail confiné n'est pas le télétravail. Il y a une enquête que la CFDT a menée avec Terra Nova, Res Publica, Métis Europe, etc., qui a en fait essayé de cerner un peu la façon dont a été vécu un peu le choc du travail confiné. Et bon, sans surprise, le vécu est très différent selon qu'on a des enfants, selon qu'on est seul à son domicile, selon qu'on a un espace de travail ou pas. Et ceux qui ont le moins bien vécu, c'est un peu plus souvent des femmes, 30-39 ans, 40-49, un peu le cœur productif de la vie professionnelle familiale. Donc voilà, et des personnes qui peuvent moins facilement s'abriter des sollicitations quotidiennes. Voilà. Mais je veux bien insister sur le fait que cette expérience vécue n'est pas le télétravail et que le télétravail, c'est pas aussi continu, c'est pas aussi régulier que l'expérience vécue pendant le confinement. C'est encadré par un accord national interprofessionnel de 2005, actualisé avec les ordonnances travail de 2017. Voilà, il y a un cadre qui est en train de changer parce qu'il y a une concertation en cours, une concertation paritaire qui a commencé avant l'été, avec l'idée de mettre à jour en fait les accords et de faire un accord plus protecteur pour les salariés, notamment des TPE-PME qui sont peu protégés à ce sujet-là. Donc voilà, donc c'est un vaste sujet, il y a plein de dimensions différentes. Et ce qui est intéressant aussi, alors bien évidemment, en temps de télétravail normal, on n'a pas les coworkers qu'on avait avec nous en mars ou en avril, donc je parle notamment des enfants ou du conjoint, ou de la conjointe. Et du coup, un autre aspect qui est intéressant, c'est que le télétravail, c'est pas forcément que du home office. On peut faire du télétravail en allant dans un espace de coworking pas loin de chez soi. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais en tout cas, il serait erroné de réduire le télétravail à du travail chez soi. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, j'ai cité l'étude de Malakoff en mai où on avait un large engouement pour le télétravail. En cette rentrée, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a toujours un fort engouement pour le télétravail de la part des salariés ? Et aussi, quel est le point de vue un petit peu des dirigeants par rapport aux études que vous avez menées ? Alors, on n'a pas... Donc là, on a donc mené une enquête d'abord 3 années de suite, décembre 2017, 18, 19, et puis ensuite de mars à juin, on a interrogé donc tous les mois les salariés pour leur demander effectivement comment ça se passait, quelles étaient les difficultés, les bénéfices aussi du télétravail. Donc en septembre, on n'a pas de témoins en tant que tel, mais quand même si on se place en juin, on est dans une période post-déconfinement. On avait 90% des salariés qui avaient télétravaillé qui voulaient continuer le télétravail. Premier signal, énorme. Donc on est monté à 90%. Le deuxième signal, c'est que la note de satisfaction par rapport au télétravail qui avait donc chuté au début du confinement parce qu'on avait des néo-télétravailleurs qui découvraient donc une forme bien spéciale de télétravail et donc ça avait fait baisser un peu la note, on est remonté au même niveau que décembre 2019. Donc vraiment une note de satisfaction très forte, l'envie de télétravailler, donc on était un peu dans les mêmes conditions. Donc, et puis si on regarde finalement le contexte actuel qui quelque part nous invite aussi à plus de prudence, beaucoup d'entreprises ont réajusté les règles présence sur site et puis présence en télétravail. Donc je pense que, en tout cas, la demande sociale, elle est là. Alors elle est là pour un salarié sur 2, puisque quand on regarde finalement ce qui s'est passé entre décembre 2019, on était à peu près à 30% de la population du secteur privé qui télétravaillait. En mai, au plus fort, fin avril, début mai, on avait 20% de salariés nouveaux qui sont venus télétravailler.
et qui étaient des personnes un peu différentes. Hein. On est sorti de l'Île-de-France, c'était pas que les services et les grandes entreprises. Donc on voit que ça s'est quand même démocratisé. Donc au total, on était à peu près à 50% de salariés qui avaient connu finalement le télétravail, hein, de manière régulière ou occasionnelle. Et puis quand on leur pose la question, c'est aussi ça. Ils sont 55% à nous dire mon poste est télétravaillable. Donc c'est vraiment un phénomène de masse. Et donc je ne crois pas qu'on soit tellement différent finalement de ce qui s'est passé au mois de juin, voilà, avec cette demande sociale qui est là. Même si probablement les salariés commencent à s'inquiéter un peu, on en parlera plus tard, des menaces potentielles sur l'emploi, parce que là on entend gronder la crise économique, donc peut-être que certains salariés finalement se disent les inquiétudes vont arriver. Voilà, il faut peut-être revenir un peu au bureau, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement ce qui se passe dans la tête des salariés. L'état d'esprit, oui. J'aime bien partager des exemples concrets, des partages d'expériences. Laurent Chouin, chez Mazars, comment c'était le télétravail avant le confinement et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que la crise du coronavirus a changé quelque chose dans le télétravail dans votre entreprise? Alors, quoi qu'il arrive, elle a changé quelque chose, ne serait-ce que parce que l'environnement a changé. Nous, structurellement, donc Mazars, vous connaissez les Big Four, on n'est pas l'un d'entre eux, quoi. C'est ça la définition. Donc, on est dans des professions intellectuelles, totalement télétravaillables, si je veux le dire autrement, à peu de choses près. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Fondamentalement, on a conservé certaines choses. Par exemple, le télétravail existait avant, déjà. On avait eu la chance, grâce à quelques grèves en décembre, de le tester, d'équiper tous les gens et tout. Donc, on avait en plus un bon dry run, c'était parfait. Donc, ce n'était pas compliqué pour nous de passer en télétravail. Ce que ça a changé, c'est deux choses. C'est, premièrement, la conscience qu'il faut savoir lever le crayon quand il s'agit d'organiser du mou flou avec du dur sûr. C'est-à-dire que, pour quelle raison, je ne sais pas, mais la nature humaine consiste à tout de suite vouloir trouver des réponses à des situations où on a un niveau d'information super bas. Donc, la première des choses qu'on a fait chez Mazars, c'est de dire il y a des moments de réassurance, mais à l'inverse, commencer à dire des trucs du style « Ah, rien ne sera plus jamais comme avant », enfin, ce genre de trucs. Formidable. Donc, la capacité à savoir attendre, à faire de la slow decision, c'était vraiment important. Deuxième élément, ce que ça a changé, c'est sur les attributions managériales, ça on en parlera après, je ne veux pas détailler maintenant, mais fondamentalement, ça nous a permis, si je le dis en une seule phrase, d'accélérer le changement, mais de manière formidable, et de renverser certaines logiques. Je vais en donner une, c'est que jusqu'à maintenant, pour faire simple, quelqu'un qui était en télétravail devait justifier qu'il était en télétravail. Si aujourd'hui un manager chez Mazars a envie d'emmerder le monde avec ça, c'est à lui de justifier qu'il ne va pas accepter l'idée du télétravail. D'accord. Donc il y a un renversement énorme culturel, si vous voulez, qui nous a été permis par ça. Donc c'est assez fondamental parce que le rapport au travail, il ne faut pas oublier une chose, nous chez Mazars, deuxième caractéristique, c'est qu'on est un primo-employeur. C'est-à-dire qu'on est le premier employeur de gens qui rentrent dans le marché du travail. Donc nous, la crise du Covid, elle interpelle beaucoup sur une responsabilité sociale qu'on a, qui est de créer la relation de travail pour des gens qui, jusqu'à maintenant, ont été de manière très mineure dans le monde du travail, au contact du monde du travail. Donc ça, c'était essentiel aussi. Donc c'est ça, essentiellement, si je veux donner deux choses extrêmement tangibles pour nous. Après, on est en train de réécrire notre charte sur le télétravail. Je compléterai peut-être aussi un mot par rapport à ce que disait Frédéric. J'ajoute une dimension. C'est un élément important de diversité, le télétravail. Enfin, c'est un vrai sujet sur la diversité homme-femme et sur les façons de travailler. Et nous, très clairement aussi, il y a un dernier élément qui a été très fort, en tous les cas, qui l'est aujourd'hui encore, c'est qu'on pense que ça change la nature de l'attente des gens par rapport à ce qu'est un boulot. Et donc, surtout, j'insiste sur cette notion-là, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est vouloir réguler quelque chose qui est en construction. Et pour simplifier, on a abandonné totalement la logique que le télétravail avant, c'était plutôt combien de jours par semaine on vient au bureau, etc., etc. On s'est dit, mais non, ce n'est pas du tout le bon cadre. La semaine, par exemple, n'est pas le bon cadre de réflexion, ou le fait de dire tant d'heures par jour, ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Donc en fait, on est en train de passer à un mode culturel où on accepte l'idée de beaucoup plus de variabilité dans les modes
et de se dire qu'est-ce qui est le plus smart, qu'est-ce qui correspond mieux à la situation de travail. Parfois, le télétravail, c'est la très bonne réponse à certaines situations, c'est une très mauvaise à d'autres. Donc en fait, on veut laisser cette liberté, mais donc ça, et on en parle après, une conséquence en particulier managériale. Sur les managers, oh, très bien. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la proportion de personnes qui revient même occasionnellement au bureau? Alors, j'allais dire, exprès, on s'en fout. Très bien. Alors, pourquoi? Ben non, parce qu'on a dit au début, nous c'est très simple, encore une fois, c'est des gens très jeunes, donc imaginez, c'est des gens qui ont un bon petit niveau de vie, mais relatif. Donc c'est souvent des personnes qui se retrouvent chez elles, avec des jeunes enfants, puisqu'elles démarrent leur vie professionnelle. Ce n'est pas des grands espaces, elles vivent dans des petits espaces un peu confinés. Leur vie, c'est d'être plutôt dehors au boulot. Bing, d'un coup, là, vous vous retrouvez chez vous. Donc c'est vrai qu'on a eu des gens qui ont craqué, on a eu des personnes pour qui c'était fini. Moi, je dirais les trois phénomènes qui ont été frappants, c'est pourquoi la productivité a augmenté pendant le confinement, comme chez beaucoup de gens. Il y avait trois raisons. Raison numéro 1, c'est je ne veux pas perdre mon boulot, parce que les gens se demandaient comment ça allait se passer. Dans les faits, plutôt pas mal géré, et donc on n'a pas de menace sur l'emploi chez nous. 2, c'est tout nouveau, tout beau. Alors, le nombre d'associés de 50 balais qui ont dit « Putain, je suis le roi de Teams ». Ils n'avaient jamais entendu le mot Teams. Mais alors là, ils en faisaient tous les jours. C'était bon. Moi, le premier. Et troisième point plus intéressant, c'était le vrai bon prétexte pour s'éloigner de la famille. Et si vous regardez idéologiquement, moi je questionne quand même des pubs. Il n'y a personne de DHL dans la salle? C'est bon. Il y a une pub extraordinaire de DHL quand même qui vous dit si votre enfant pleure, c'est pas un problème. Hein. Si vous devez quitter la réunion pour aller vous occuper d'une personne âgée, mais allez-y. Et ils sont super fiers de mettre en avant un truc qui, idéologiquement, est quand même vachement contestable. Pourquoi la famille serait plus importante que tout le reste? Ça sort d'où, ça, comme idée? C'est très américain comme logique, c'est assez marrant, quoi. Et donc, en réalité, nous, c'était l'inverse. La raison numéro 1 pour laquelle les gens disaient « Putain, oui, télétravail », c'était « Filez-nous un prétexte pour pas nous retrouver scotchés avec la famille tout le temps ». Et nous, majoritairement, ils nous ont dit ça. Ils ont dit « Écoutez, c'est mon espace de vie, heureusement que je dois dire « Ah ben non, je suis désolé, je suis dans un Teams, quoi. Je peux pas, ou un Zoom, hein, j'ai pas de... » Oui, il n'y a pas d'action. D'accord. Donc en fait, il faut faire gaffe, il faut rester très ouvert, c'est le point essentiel. Oui, puis c'est des réalités très différentes, c'est ce qu'on disait. Voilà, je pense exactement. que le vécu était vraiment... Et donc, on ne veut pas compter les gens. La seule chose qu'on a dû faire, c'est qu'au début du déconfinement, il fallait qu'on mette des barrières. Alors nous, pour faire simple, à la Tour, par exemple, à la Défense, on a 12 étages occupables. Un espace, un plateau de travail, c'est pour faire simple 700 à 800 mètres carrés. Vous pouvez accueillir 90 personnes dans le cadre des mesures de distanciation, de quinconce et tout ce qu'on veut. On a dit 20 maximum, parce qu'on va la ruée comme ils voulaient tous. Bon, 20, c'est ce qu'on a eu par jour, mais pour toute la Tour. Oui. Les gens ne venaient pas. Donc du coup, les vieux managers, ah, voyez, putain, on est en train de faire face à un désengagement, il faut que tout le monde revienne. Bon, et puis après, paf, les vacances, Saint-Tropez, ils ferment Sénéquier, hop, derrière, dans la foulée, c'est bon, finalement, plus personne ne revient. Alors un coup, on annule les séminaires, on les remet pas. Bref, tant qu'on ne sait pas, on ferait mieux de fermer notre gueule. Ce qu'on a... Personne n'a fait dans cette crise. Tout le monde a envie de rivaliser sur, on va vous dire ce qu'est le futur, comment ça marche. La recette et le modèle. Le NIR, le NAO, le phare. C'est-à-dire que c'est Steelcase qui est le meilleur truc. Si vous avez l'occasion de lire le rapport Steelcase, c'est extraordinaire sur le travail de demain. Eux, ils disent, attendez, il y a le maintenant, le bientôt et le plus tard. Eh ben, les trois ne sont pas séquentiellement logiques. C'est-à-dire que ce que vous faites dans le maintenant, ce n'est pas du tout ce que vous devez faire dans le bientôt. Et ce que vous ferez dans le bientôt n'est pas ce que vous devrez faire dans le plus tard. Donc pourquoi commencer à faire maintenant, prendre des décisions à la con sur des trucs qui, même à 6 mois, sont... Donc voilà, l'idée c'est de rester un peu... Dans le présent. Oui, et puis voilà, voir venir. Quoi, on verra. Quoi. Patricia Wendling, on a commencé à évoquer les bienfaits du télétravail en termes notamment de conciliation, on a évoqué la productivité aussi. Quelles sont selon vous vraiment les vertus majeures du télétravail, alors quand il est dans de bonnes conditions et on va dire quand il est vertueux, on aura l'occasion d'en reparler. En tant que DRH, je dirais il faut se poser la question du point de vue de l'entreprise, mais aussi du point de vue du salarié. C'est pas moi, DRH, on ne regarde que l'entreprise et le salarié se débrouille. Et quand on regarde, on se pose la question du point de vue de l'entreprise. Il y a la productivité dont vous parliez tout à l'heure, mais les raisons sont nombreuses. On n'a jamais été autant concentré aussi. La réduction des temps de trajet, c'est un vrai plus. Cette productivité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que la mise en place du télétravail a quand même été très ralentie. La loi le permet depuis 2005 et 15 ans plus tard, on en est à nos premiers pas. C'est bien parce qu'on avait des soucis ailleurs, du côté de la confiance.
du côté de la digitalisation, mais on a bien vu que ce n'était pas vraiment l'obstacle. Donc la productivité, ça c'est l'argument fort pour une entreprise. On a la baisse du taux d'absentéisme aussi. Ah ben moi, quand j'ai mon livreur de chez Darty qui vient livrer ma machine à laver, j'ai plus besoin de poser une demi-journée mon après-midi. Je peux très bien télétravailler et vivre avec l'idée que pendant 5 minutes, je vais lui ouvrir, éventuellement lui proposer un café. On a fait beaucoup ça, on a découvert à quel point l'autre était important. Eh ben, je peux faire ça sans avoir à poser une demi-journée et être en télétravail. Donc baisse de l'absentéisme de courte durée, du turnover aussi. La qualité de vie de mes salariés. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. Eh bien, pour une entreprise, c'est l'occasion de montrer que la qualité de vie de ses salariés lui importe. Et donc, permettre le télétravail contribue aussi. On peut trouver aussi comme avantage, autre avantage, et ça on doit se le dire, c'est la baisse des charges immobilières. Ça, c'est réel. À une certaine échelle, avec un certain pourcentage, on verra plus tard, plus loin, que le dosage aussi est important, eh bien, on peut réduire son empreinte immobilière, et donc c'est des réductions. Ça c'est très clair. Réduction aussi des consommables. Combien d'entre nous avons utilisé le papier, des choses à la maison. Bon, peut-être que dans le cadre des accords qui sont en train d'être négociés, on verra comment c'est pris en charge par l'entreprise. Mais en tout cas, ces avantages sont ceux-là. Et toujours du point de vue de l'entreprise, eh bien, demain, moi aujourd'hui, quand je cherche un comptable, je prends les profils à 20-30 km par rapport à mon siège social. Eh bien, sinon, demain, il y a Mazar. Hein, mais enfin, bon. Soit dit en passant. Il y a Mazar et tout le reste du monde. Ah, Et le reste du monde, bah, en général, oui, beaucoup de DRH et même beaucoup de candidats se limitent tout seuls en disant bah non, c'est beaucoup trop loin, je ne vais pas envoyer ma candidature parce que c'est du temps de trajet, etc. Bah, demain, une entreprise pourra se dire bah, moi, les meilleurs profils, où qu'ils soient, je peux les avoir à bord. Ça, c'était du point de vue de l'entreprise. Et du point de vue du salarié, parce que c'est important aussi, eh bien, on a vu la réduction des temps de trajet. Tout le monde a découvert que c'était fantastique. La devise métro, boulot, dodo, bah, ça va peut-être disparaître. En tout cas, en partie, ça va être ma chambre, boulot et après ma vie, j'ai envie de dire, et non pas dodo. Voilà, la réduction des temps de trajet, c'est une vraie problématique. Et on voit que c'est aujourd'hui l'une des raisons principales pour lesquels les gens ne veulent pas revenir. Il y a le virus, c'est vrai, mais ça joue quand même pas mal. Hein. Mais ça aussi, c'est un autre sujet, parce que ne télétravailler que pour ça, il faudra qu'on en reparle. Donc la réduction des temps de trajet, c'est un vrai gain. L'amélioration de la qualité de vie, la vie en télétravail, c'est aussi un vrai plus. L'équilibre de vie privée, vie professionnelle aussi. Il y a moins de stress. Le stress, parce que le matin, quand je dois bosser à 8 heures, bah, le réveil, c'est un peu plus tôt, le café, m'habiller, les transports, les bouchons, etc. J'ai plus tout ça, donc je suis quand même beaucoup plus zen. Un autre élément important, c'est la concentration, une meilleure concentration. Allez demander à quelqu'un qui travaille dans un open space, ou si c'est le cas pour certains d'entre vous, vous allez voir tout de suite quand on parle. La concentration, oui, ça c'est un avantage, et ça fait une panoplie de bonnes raisons pour lesquels, bah, bien qu'on l'ait vécu dans des conditions fort dégradées, eh bien, on a aimé. Et quand on n'a pas aimé, on a découvert des choses qui sont corrigeables. Voilà. Oui, on peut corriger cela, parce que ce n'étaient pas des conditions optimales. Et j'ajouterais, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Anne-Sophie, ce qui nous a manqué aussi, par rapport à un télétravail, je dirais, classique, eh ben, c'est mon choix. Je décide de télétravailler. On ne me l'impose pas. Et on n'a pas à me dire ce qui est bon pour moi. Je télétravaille parce que je le veux. Je suis capable de ne plus télétravailler demain parce que je ne le souhaite plus, et vice-versa. Et cette capacité, cette liberté de choisir, eh ben, on en a été privé. Pour de bonnes raisons, mais on en a été privé. Et ça aussi, c'est une vraie différence par rapport au télétravail ordinaire. Quelles seraient, selon chacun, les conditions pour que le télétravail fonctionne bien ? Qu'est-ce qui est important de mettre en place pour que ce soit justement vertueux ? Anne-Sophie ? Alors, nous, on a souvent tendance à dire qu'il faudrait que le télétravail soit raisonné, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, finalement, le télétravail, c'est une forme de travail. Et donc, idéalement, il faudrait se poser la question du travail, de son organisation et de la place du télétravail dans tout ça. Donc ça, c'est le premier truc. On dit qu'il faudrait que ce soit donc raisonné et raisonnable, parce que on l'a vu, et là on a beaucoup parlé des avantages, mais il y a quand même quelques inconvénients et quelques risques au télétravail. Il faut un télétravail raisonnable dans la durée,
D'ailleurs, les salariés ne s'y trompent pas hein, dans l'enquête là qu'on a faite, même si le nombre de jours idéal souhaité a beaucoup progressé entre décembre et juin, puisqu'on est passé, en gros, en décembre, les salariés nous disaient, nous, on pense que c'est 6 jours par mois, le bon équilibre. On est passé à 10. Donc, on a quand même fait un bon... Et ça, c'est vrai pour les nouveaux télétravailleurs comme les anciens. Donc, on voit quand même que 10 jours par mois, c'est pas la totalité du temps travaillé. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut trouver une forme de télétravail raisonné et raisonnable. Je ne sais pas si on aura le temps après de parler des risques. Hein, je crois que oui. Voilà. Oui. Donc voilà, je pense que c'est ça la bonne. Voilà. Donc, trouver le bon équilibre. Oui. On a commencé à évoquer le rôle des managers dans les conditions justement pour que le télétravail fonctionne. Quel rôle vous voyez notamment chez Mazars pour les managers et comment vous avez fait vis-à-vis des jeunes, notamment salariés? Dans la fonction managériale, il y a une dimension verticale, une dimension horizontale. Le télétravail, c'est très adapté à dimension verticale. C'est-à-dire que là, c'est facile à organiser, ça marche, on fait du feedback, et ça tue totalement en dimension horizontale. Donc la première des choses, c'est comment on ne perd pas ça. Alors nous, chez Mazars, on s'en est rendu compte assez vite, et donc ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de laisser les managers en charge de leurs équipes, on a dit, tiens, on va prendre des managers très seniors, donc tous ceux qui avaient une grande seniorité dans le management, on les a fait un peu, on en a fait des gestionnaires de carrière RH, c'est-à-dire on leur a dit, voilà, on va vous demander, vous, d'appeler les gens, en dehors de votre équipe. Et donc, c'est ce qu'on appelle des référentiels expérimentés, enfin des référents expérimentés. Et ce qui fait aussi que ça a allégé le poids des managers de première ligne et des juniors qui, eux, arrivaient à gérer le vertical, mais ils ne savaient pas faire le reste. C'était assez intéressant parce que ça a changé la pratique, y compris des seniors. Ils nous ont dit, mais c'est dingue, en fait, en contactant des gens pas dans notre équipe, on est vachement meilleur qu'avec nos propres équipes. Donc, en fait, ça a permis d'accélérer un phénomène intéressant tout en faisant attention qu'on fasse bien gaffe à la population des managers juniors. Parce que là, on savait qu'ils n'avaient pas le niveau d'équipement, d'expérience de ceci, de cela. Donc, on a mentorisé un peu le truc. Le deuxième élément, c'est qu'il faut donc retrouver cette dimension horizontale. Et ça, on sait que demain, ça va nous permettre d'accélérer le changement, la mutation, j'aime pas le mot, mais enfin qui va du management plutôt vers le coaching. Donc on va appeler ça comme ça pour simplifier. Donc vers des formes plus ouvertes, moins organisées. Et justement, un des facteurs clés de succès pour nous du télétravail, c'est qu'il faut éviter de mettre trop de règles au départ. Il faut qu'on arrive à le gérer dans un espace-temps plus large, le mois au moins, et en donnant beaucoup de liberté d'action, c'est-à-dire de responsabilisation aux salariés. Je vais le dire autrement. La nature et le réflexe des entreprises depuis 60 ans, c'est de chercher plus d'efficience, donc d'organiser, de mettre des règles, des machins. On n'est plus dans l'ère de l'efficience, ça a montré toutes ses limites, parce que ça, c'est ce qui va bien avec la valeur de l'actionnaire. Donc, c'est des trucs, on n'y croit pas trop. Nous, on pense que ce qui est fondamental, c'est la capacité de résilience des boîtes. Et il faut développer la résilience beaucoup plus que l'efficience. Et la résilience, c'est mon mouflou, pour le dire autrement. L'efficience, c'est je cherche du dur sûr tout le temps. Donc, en fait, nous, on essaye aujourd'hui de transformer cette culture managériale au travers de ça, en disant arrêtez de vouloir contrôler. Là, maintenant, il faut organiser, au contraire, des formes d'engagement, d'implication qui ne sont pas basées sur les mêmes choses. Donc, ça veut dire que c'est plus inconfortable si, en fait, de management, on sait qu'appliquer des directives ou des choses comme ça, c'est évident. Donc, c'est l'idée de rendre du jeu dans le système. C'est ça notre... La ligne. Ouais. Et Patricia, on parlait là du rôle clé des managers. Est-ce qu'il faut aussi former les salariés au télétravail? Parce que est-ce que tout le monde est fait pour le télétravail ou pas? Non. Le télétravail n'est fait ni pour tous, ni pour tout. Et avant de passer aux salariés à former, il y a le manager à former. On a bien vu que ce qui dysfonctionnait aussi pendant ce télétravail, c'était des pratiques managériales, j'allais dire d'un autre temps, mais non, ce n'était pas d'un autre temps. C'est des pratiques managériales qu'on retrouvait déjà en présentiel et dont on s'habituait déjà à tort et à distance, c'était criant, c'était violent. Donc il y a déjà cette culture managériale à revoir, la place à l'autonomie, à la responsabilité. Moi, je suis toujours impressionnée par le nombre d'offres que je vois où il est demandé d'être autonome. Et une fois que les gens sont en place, ils sont tous sauf autonomes. On leur demande de d'abord faire comme ça, etc. On sent le vécu là-bas. On verra plus tard. Et ce que ça a révélé aussi, le télétravail, c'est que cette autonomie était nécessaire. La culture de « je te vois, donc tu travailles », c'était complètement stupide et on ne pouvait plus voir les gens.
Et parce que les managers n'étaient pas formés pour manager à distance, rappelons quand même que beaucoup sont promus mais jamais formés. Donc les soucis qu'on avait déjà en présentiel, on les a juste retrouvés fois 1000 à distance. Et bien, ces gens-là étaient déjà formés, leur expliquer que la confiance, ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'une valeur dans la culture d'entreprise. Et ben, c'était à mettre en œuvre. Et comment? Par un management sur objectif. J'ai confiance, je vous laisse une certaine autonomie, je vous attends ici avec ces résultats-là, tel jour. Entre-temps, on a des points de table, etc. Donc, il y a vraiment déjà à former nos propres managers. Ensuite, il y a à former le salarié, parce que ce n'est pas parce que je vais gagner 2 heures de temps de trajet que je vais être bon en télétravail. Si j'ai du mal déjà à être autonome, à être rigoureux, à être organisé, je vais avoir des soucis. Si je suis jeune embauché, j'ai besoin d'un mentor, il est facile de passer la tête comme ça à travers la porte et de lui poser 10 fois des questions par jour. Eh bien, en télétravail, c'est compliqué. Et à un moment, on dit, j'ose plus lui demander, je me débrouille. Donc, il y a à former déjà le salarié sur sa gestion du temps, son organisation. Il y a à le former, Monsieur Teams, c'est super, mais combien savent partager un écran avec Teams? Il y a à former les gens à l'utilisation de ces outils digitaux. Donc, il y a des formations côté salarié, côté manager, et je dirais même qu'il y a une formation du non-télétravailleur. On en revient à la question du choix. Je ne télétravaille pas aujourd'hui, mais je peux être amené à télétravailler demain. Et parce que j'aurais participé moi aussi en tant que non-télétravailleur à ces formations, je comprends mieux les contraintes de ma collègue qui sera en télétravail, comment c'est compliqué d'organiser sa journée, lire ses mails, répondre. Donc même le non-télétravailleur à être formé. Donc avant, oui, un télétravail raisonné, raisonnable, mais un télétravail pour lequel on a formé les gens. Et c'est bien ce qui nous a manqué aussi. On a formé les gens, on a informé. Et là, on peut vraisemblablement dire qu'on a outillé tout le monde pour télétravailler ou ne pas télétravailler, parce que même en non-télétravail, on collabore avec des gens qui sont en télétravail et on a besoin de comprendre cet univers-là, les difficultés qu'il y a aussi et les risques. Et les risques. Et accessoirement, on peut être au bureau et buller. Hein. Oui, exactement. Le fameux présentéisme, il est virtuel. Qui a encore la vie dure. Oui. Et par rapport justement aux risques, dans les études menées par la CFDT ou par Malakoff Humanis, quels sont les risques principaux qui sont ressortis alors par rapport au télétravail et peut-être au télétravail à temps plein ou généralisé? J'en ai un certain nombre et puis vous me compléterez. Il y en a un qui est majeur, c'est celui relatif au lien social. Avec un risque de distorsion du lien social avec un télétravail généralisé. L'entreprise, c'est un projet collectif. Comment on fait collectif quand on ne se voit pas, quand on n'est pas ensemble? Alors, bien sûr, il n'y a pas que le fait de se voir qui permet de faire collectif. La vie professionnelle est structurée auprès de projets qui peuvent être pilotés à distance, mais enfin, ça suppose de redéfinir un peu des règles, d'y réfléchir ensemble. La distance ne doit pas être synonyme d'éloignement, finalement. Et en fait, c'est possible, ça suppose un peu de créativité. Il y a un risque de confusion, évidemment, entre le personnel et le professionnel. Il y a une disparition des limites temporelles. On peut oublier d'aller manger. Parfois, on peut se demander, est-ce qu'on travaille chez soi ou est-ce qu'on dort au bureau en emmenant sa famille? Enfin, les frontières sont un peu floues. Les risques du travail sur écran sont majorés parce que les lieux ne sont pas configurés avec des petits écrans, avec des chaises de cuisine. Enfin, voilà, tout le monde connaît bien. Il y a un sentiment d'isolement qui peut naître avec c'est lié au sujet du management que vous avez pointé, mais mal accompagné, ça peut générer un sentiment de manque de reconnaissance, d'isolement, voire de mal-être. Il y a l'INRS qui avait fait une étude avec la motivation du travail à distance qui s'effondre au bout d'un certain temps dans le tout télétravail. Il y a un risque qui a déjà été pointé de surconnexion, de présentéisme virtuel, lié au sentiment de culpabilité de ne pas être vu, de culpabilité vis-à-vis de l'équipe. Donc il y a tout un enjeu, on n'en a pas parlé, mais du droit à la déconnexion qui doit bien sûr s'organiser. Il y a un risque aussi dont on ne parle pas souvent, qui a trait à la sécurité des données. Les connexions Internet à la maison, c'est un peu moins sécurisé que dans l'entreprise. Or, il y a parfois des données un peu sensibles qui s'échangent. Il y a quelque chose à trouver pour un peu sécuriser les données échangées.
Et puis, il y a tout ce qui a été évoqué autour de l'accompagnement des jeunes, des apprentis, des stagiaires, des jeunes embauchés. Voilà, c'est un peu les angles morts du télétravail, on appelle ça. Et c'est vrai que ça suppose de réfléchir à l'intégration quand on est là. Après, il y a toute la question de ce qu'on a vu pendant le confinement sur les inégalités. En fait, ce télétravail généralisé a été un amplificateur d'inégalités, et notamment pesant sur les femmes. Inégalités au sein des foyers. On parlait déjà de la double journée des femmes, mais les femmes ont été le plus souvent celles qui s'occupaient en plus de l'école à la maison. Une nouvelle casquette. Voilà, c'est la DARES qui avait enquêter là-dessus, c'était souvent 4 heures de travail en plus. Ce n'est pas rien. À la maison. Oui. Du coup, voilà, un peu la double peine des femmes qui, par ailleurs, ont été les plus touchées par la perte d'activité, a touché davantage les femmes. Donc voilà, c'était un peu... Patricia ? Je voudrais rajouter qu'on pourrait bien encore se faire peur et citer d'autres risques parce qu'ils sont réels, mais on sait aussi les éviter. On peut les éviter par la formation, sensibiliser les gens au droit de se déconnecter. Et moi, je parle carrément de devoir, de déconnexion par moment. Il y a le stress aussi, quand on a un manager qui vous appelle toutes les heures parce que justement, comme il ne sait plus vous voir, il sait vous entendre, il sait vous écrire, etc. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le télétravail est ce que j'appelle, moi, un pharmacon. Un pharmacon, c'est quoi? C'est quand, dans le remède, on a le poison. Tout simplement. Ça peut soigner, ça peut faire vivre, ça peut faire mourir. Tout est une question de dosage. Donc, quand on a risque de dilution, de sentiment d'appartenance ou sentiment d'isolement, quand des personnes déjà hors télétravail se passent à 80% parce qu'on veut son mercredi pour ses enfants, on est à un jour, pendant un jour, je ne suis pas là. Est-ce qu'on a ces risques? Non. Quand on dose correctement le temps du télétravail, eh bien moi, le sentiment de solitude, je ne le connais pas. Le sentiment d'isolement, de ne plus appartenir à une équipe. Si dans mon équipe, on sait que le mardi ou le vendredi, je suis en télétravail et que le lendemain, je serai là, ou plutôt le lundi, je n'ai plus ce risque d'isolement. Mon risque d'addiction, quand au préalable, mon entreprise a montré que l'équilibre vie privée-vie professionnelle, c'est important, qu'elle demande au manager de ne plus passer des mails le soir à 20h, le week-end, parce que même quand on ne travaille pas dessus, ça nous travaille. Eh bien, quand on est dans une entreprise qui sait former tout le monde en disant, dans Outlook, vous avez un paramétrage, vous voulez bosser le soir, très bien, ça arrive même à des gens bien. Mais alors, vous faites en sorte que votre mail parte le lendemain, parte le lundi, etc. Parce que là, l'entreprise aura affirmé que ça fait partie de ses valeurs et elle entend bien en être gardienne et faire de chacun des garants et des gardiens. Donc tout ça, c'est évitable. Et surtout, je pense qu'avec un juste dosage, une juste mesure et de la formation, on sait très bien éviter ça et ne profiter que des nombreux avantages. Donc l'équilibre à trouver. Anne-Sophie ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, il y a un petit complément que je voulais faire sur la partie du lien social, parce que ce qu'on a vu pendant la période du confinement, là, c'est que quantitativement, il y a eu beaucoup plus d'échanges entre les managers et leurs collaborateurs qu'en temps normal. Donc, il y a eu un nombre d'échanges. 60 et quelques % des salariés nous disent « j'ai eu mon manager tous les jours ». Mais ça se voit jamais. Enfin, jamais. Il y a quand même beaucoup de semaines dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça. En revanche, le premier mode d'échange, c'est le mail. Donc, je pense qu'il faut aussi, et c'est pour ça que c'est bien de regarder les risques potentiels, parce que du coup, je pense qu'on peut les prévenir, mais le mail reste le premier mode de contact. Pour moi, ça reste un contact. Alors, je ne sais pas comment dirait Laurent avec ses durs, je sais pas quoi, là, c'est... Le mou. Du dur-sûr et du mouflou. Voilà, dur-sûr et du mouflou, là. Donc, voilà, donc il y a ça. Et puis, donc, faisons attention quand même, effectivement, aux enjeux du lien social et sensibilisons nos managers au fait qu'envoyer un mail, c'est pas ça un contact. Voilà. Et puis, par ailleurs, moi, je pense que dans le complément de ce qui a été dit sur les femmes, moi, je pense qu'il y a une menace globale sur l'emploi de toutes les catégories de salariés, les femmes,
les personnes fragilisées, parce que les femmes, imaginez scénario, il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais imaginez le scénario où les femmes, elles font du temps partiel et puis qu'en plus, elles prennent le télétravail. Mais on va finir par plus les voir, les pauvres. Et donc, tout ce qu'on a réussi à gagner, toutes ces années de bataille pour que les femmes obtiennent une forme d'égalité, on risque de le perdre. C'est vrai pour les personnes fragilisées, ce que vous disiez est vrai. Le télétravail, c'est une formidable chance pour permettre à des personnes fragilisées de travailler. Quelqu'un qui a un handicap physique, il n'a plus besoin de prendre les transports tous les jours, on va pouvoir travailler. Donc, c'est une chance. Et ça peut aussi être un risque, parce que pour les mêmes raisons, si on ne les voit plus, parce qu'il y a encore les managers dont parlait Laurent, ça existe encore, hein, ceux qui considèrent que quand les salariés ne sont pas là, eh bien, ils ne travaillent pas. Ça, il va encore falloir qu'on lutte quelques années pour que ça change. Et puis, je prends l'exemple de nous tous, hein, salariés plus qualifiés. Je peux même prendre mon exemple à moi. Aujourd'hui, j'ai 4 missions différentes. Mais demain, si je venais à ne plus, finalement, à venir travailler moins, peut-être que mon employeur serait tenté de dire je prends le meilleur prospectiviste du monde et je vais le chercher en Inde, et puis je prends le spécialiste de l'intelligence collective et puis je vais le chercher à tel endroit, et puis voilà. Donc finalement, je pense que même dans les populations les plus qualifiées, il y a, si on n'y prête pas attention, des menaces pour l'emploi. Voilà, donc faisons aussi attention à ça, d'où cette idée du télétravail raisonné, raisonnable. Regardons, hein, mettons nos lunettes pour voir ce que ça produit. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laurent sur le fait que ne nous précipitons pas. Ce n'est pas parce que la demande sociale est là qu'il faut se jeter dans le télétravail. Prenons le temps, pour une fois, voilà, de poser les pour et les contre. Avant de passer aux questions, j'aurais juste une dernière question pour chacun. Vous avez, j'imagine, beaucoup télétravaillé cette année. Est-ce que vous auriez une astuce ou quelque chose que vous avez mis en place pour bien télétravailler que vous pourriez partager avec les autres télétravailleurs de la salle? Alors que ce soit individuellement, mais ou sinon avec votre équipe ou quelque chose qui a bien fonctionné. Qui se lance? Bon, moi, j'ai juste mis 2 mois avant de comprendre un truc extrêmement simple. Je vais quand même vous le dire. C'est que c'était bien de séparer les espaces de vie. C'est-à-dire que moi, je cuisinais avec mon ordinateur à côté, je faisais tout en même temps. Et il m'a fallu 2 mois, je suis un peu lente, hein, donc ça doit être ça, pour comprendre qu'il fallait peut-être qu'effectivement, j'essaye de mettre mon ordinateur et de m'aménager un petit coin bureau le plus loin possible des espaces de vie, voilà, pour essayer. Bon, mais en fait, la maison ayant pris des allures d'open space, il fallait vraiment se bagarrer pour avoir du Wi-Fi, pour avoir un peu d'espace tranquille. Donc, séparons au maximum quand c'est possible. Il faut séparer les espaces à la fois de temps et physique le plus possible pour que ce soit vivable. Oui. Frédéric. Moi qui ai fait partie de ces jeunes parents qui crisent un peu à devoir tout concilier, je pense que le tiers-lieu, c'est pas mal. Oui, le coworking, c'est bien, hein. Pas loin de la maison. Et c'est quelque chose qui est cher aussi à mon organisation. C'est à la fois un lieu qui est proche du domicile, mais qui est en même temps un espace dédié au travail avec toute l'ergonomie. C'est ça, on a le matériel. Des collègues qui ne sont pas forcément des personnes avec qui on partage une mission, mais avec qui on peut partager un peu de sociabilité. Et on ferme la porte du bureau le soir, c'est bien ça aussi. Voilà. Patricia. C'est une excellente transition. Moi, mon astuce, c'était ça, un espace dédié, mais qu'on peut fermer, parce que quand j'ouvre la porte, je vais au travail, et quand j'en sors, je rentre du travail. Ça a l'air con comme ça, mais personne, après le journal télé, ne prend son porte-clés, son trousseau de clés et ne va bosser. Alors qu'en télétravail, on tire juste l'ordi qui est resté sur le canapé et on retourne au travail. Voilà, cette notion d'espace est si possible fermée. Je sais, nous ne sommes pas égaux, on n'a pas les mêmes superficies, etc. Mais cette petite astuce-là peut vraiment aider à couper, parce qu'on a une vraie confusion, on l'a dit, de temps, d'espace, à couper, à se dire je vais au travail et j'en sors. Et je n'y retourne plus parce qu'on est vendredi soir, parce qu'on est le week-end, parce que voilà, c'est vraiment pour moi essentiel. Laurent ? C'était l'occasion de faire une sorte de compile des bonnes pratiques de télétravail. Donc on a fait ça au tout début du confinement, 2 jours après, comme on est dans 92 pays, on a shooté 20 règles mondiales. Ah, très bien, oui. Dont une, par exemple, la technique Pomodoro, qui est, vous savez, c'est une low-tech, vous la connaissez, c'est avec les kitchen timers. Les minuteurs, les 25 minutes. Oui. Et donc en fait, on sépare la journée en tranches et tout. Non, en fait, moi, le truc plus important, c'est plutôt dans la phase post-confinement. C'était de dire... on n'a pas le droit d'aller au bureau, pour montrer l'exemple, donc on va se retrouver ailleurs, le tiers-lieu. Mais plutôt que d'aller dans l'espace de coworking, retrouver en fait du bureau en dehors du bureau, on s'est dit, on va essayer de faire un peu ce qu'on appelle d'esthétique des organisations. C'est-à-dire, quand on a un sujet,
trouvons une manière originale et symbolique et esthétique de le traiter. Je prends un exemple, si on doit monter la nouvelle offre de l'université d'entreprise, eh ben on va l'exposer sur un banc devant la Sorbonne ou au Panthéon ou ailleurs, et puis on va le faire en essayant de se challenger sur le fait de se retrouver à des endroits qui nous permettent aussi de voir de l'art, de bouger, de Super, faire autre chose avec la vie du travail. Et c'est moins du télétravail que du tiers-lieu qui encore une fois, ni au boulot, ni à la maison, ailleurs. Et ben vous allez redécouvrir Paris et ses environs. C'est bien. Ou Paris ou ailleurs. Oui, exactement. Du coup, en première question, on a quelqu'un qui nous demande si mon patron ne veut pas que je fasse du télétravail. Qu'est-ce que je peux lui dire? Changer de patron. Première suggestion. Moins radical, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que la CFDT aurait des arguments ou qu'est-ce qu'on peut... C'est pas ma spécialité, je laisse pas parler les DRH. Je disais... Ne surtout pas aller au conflit. Oui. Ne surtout pas aller au conflit. Moi, je lui demanderai pourquoi. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui font que... Est-ce que ce sont des raisons par rapport à cette expérience qu'on a tous un peu subie ? Et Anne-Sophie le disait très bien, ce n'était pas du télétravail. Donc si c'est par rapport à ce qui s'est passé, on sait lui dire que ça n'en était pas. Mais qu'ils nous disent pourquoi. En fonction de ce qu'il aura désigné, souligné comme élément, on pourra répondre. Si c'est dans ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à savoir où tu étais, tu ne me rendais pas tout à temps, enfin, je ne sais pas, c'est en fonction d'eux qu'on répondra. Et on peut, une fois ces arguments qu'on a essayé de le rassurer, pas de le démonter, de rassurer par rapport à ça, on peut partir sur quelque chose comme un test, de dire une demi-journée. Juste une demi-journée, c'est pas grand-chose une demi-journée. Hein, en plus, on nous dit, quand on part à 16h, qu'on a posé son après-midi, voilà, juste une demi-journée, et on fait un petit bilan. Est-ce que je n'étais pas disponible? Est-ce que les collègues n'ont pas pu me joindre? Est-ce que je n'ai rien rendu dans les temps, etc. Et progressivement, on s'y allait. Voilà. Moi, je dirais discussion, échange, et comprendre pourquoi, et rassurer. Parce que c'est forcément, il faut rassurer s'ils refusent. Après, en complément, il y a aussi l'idée d'en faire un sujet collectif pour sortir d'un sujet individuel. Individuel. En fait, on a vu, avant, on le considérait comme ça, comme un droit individuel. Maintenant, c'est un sujet collectif d'entreprise. Et à ce titre, ça doit être versé au collectif et ça doit pouvoir être un sujet de dialogue social, un sujet dont s'emparent les organisations syndicales et qui peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise. Et c'est pour ça que le refuser parce que, point, retourner travailler, la crise économique est à nos portes, c'est dangereux. Et par rapport au coworking dont on a évoqué, ou les tiers-lieux, est-ce qu'il faut forcément l'accord de l'entreprise? Est-ce que je peux prendre l'initiative d'aller dans un tiers-lieu le jour où je dois télétravailler? Ou est-ce que tacitement, s'il y a un accord dans mon entreprise, c'est forcément à la maison? Ou est-ce que ça dépend de l'accord de l'entreprise? Comment ça marche avec les tiers-lieux? On nous demande. Si on n'a pas envie de télétravailler de chez soi. Il faut que ce soit dans l'accord de l'entreprise. Moi, je dirais que il y a à voir. Si l'accord de l'entreprise ne dit rien, elle dit simplement télétravailler, c'est remplir une mission qu'on remplissait en général dans l'éco de l'entreprise, le faire en dehors. Il y a ce qu'on appelle un vague sujet à interprétation juridique. Ça peut être en dehors. Maintenant, avec cette expérience-là, ça aurait pu être valable hier encore. Mais après ce qu'on vient de vivre, ce serait presque irresponsable de laisser un tel flou. Moi, je dirais qu'il faudrait le préciser, de dire, voilà, ça peut être chez vous, ça peut être en dehors, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, vu les finances de l'entreprise, ça c'est un autre sujet, je ne sais pas vous équiper en siège ergonomique, je ne sais pas encore, parce que du jour au lendemain, j'ai dû acheter les portables, les casques, etc. Donc, je vais le faire progressivement. Les sièges ergonomiques, j'ai compris que c'était un sujet. À la sortie de déconfinement, 30 à 40% d'augmentation de consultation de kiné pour le mal de dos. Donc, par exemple, je sais qu'un siège ergonomique, ça devrait être un équipement basique, mais je n'en ai pas encore les moyens. Tous les salariés pourraient le comprendre, mais on va régler le problème autrement. Un espace pas très loin de chez vous, donc le fameux gain de temps de transport, on l'a toujours. Vous savez y aller, et puis solitude, isolement, équipement, c'est encore des plus. Moi, je dirais que c'est à l'accord de le faire. Ce ne serait pas une bonne chose de laisser un tel vide et ce serait vraiment raisonnable d'aborder le sujet. Après, maintenant, d'encadrer, parce qu'un espace de coworking, les tarifs sont très variables. On en a à la journée, à la demi-journée, on en a un peu VIP, un peu au standing. Après, on dit, voilà, moi, je veux que vous puissiez faire des photocopies, aller à la machine à café, mais c'est tout. Et ça aussi, on peut le prévoir dans l'entreprise, il peut avoir un budget. Et c'est difficile. Laurent. Non, c'est en pleine évolution, donc c'est un peu difficile de répondre de façon très définitive et fermée. Le droit est en
en pleine évolution, puisqu'il y a cette concertation paritaire qui s'est ouverte avant l'été. Donc je pense que là, on est vraiment dans un laboratoire d'innovation aux frontières qui se définissent en ce moment, quoi. Laurent, le mot de la fin? Il n'y a qu'en France que le passage du L122.12 au L12.22.4 peut faire des journées de congrès de RH. En France, les RH, c'est les affaires sociales. Oui. Moi, encore une fois, mon problème de DRH Monde, il n'est surtout pas de rentrer dans du juridique. Oui. Et ça, c'est difficile. Et je sais bien que c'est bien sûr une réalité des choses, encore une fois, dans notre pays. Mais on est en train aujourd'hui d'essayer de réguler, d'organiser des choses dont on n'a même pas exploité le début des possibilités. Et ça a une conséquence majeure, c'est qu'on pense qu'il n'y a que quelques personnes qui doivent décider dans des discussions, mais qui sont imbitables au bout de 5 minutes, vous ne savez plus de quoi vous parlez à la fin, et de faire du jeu comme ça, là, c'est terrible. Donc en fait, moi c'est l'inverse. Et par contre, une chose est sûre, c'est que, on va dire plutôt que de dirigeants d'entreprise, plutôt que des RH, je parlais voilà, des personnes qui peuvent prendre des décisions sur une culture d'entreprise. Le vieux schnock peut être un vieux schnock parce qu'il a le ridicule sans la honte. C'est-à-dire que quand il y a un vieux qui parle dans son coin, qui dit ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, si tu n'es pas au bureau, tu n'es pas dans le machin, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit c'est tellement con ce que tu racontes, ça va se passer. Il n'y a pas d'univers plus formellement attaché à la notion d'heure facturée que mon univers, que Mazars, d'accord, que la profession comptable ou audit ou conseil. Je peux vous dire que nous, on a renversé la charge de la preuve. Si un manager se comporte comme ça, il doit justifier sa position et non pas faire que le salarié doive justifier sa position. Donc il y a quand même un phénomène fondamental qui est que les têtes d'entreprise doivent maintenant dire, là ce que tu dis non seulement c'est ridicule, mais c'est même peut-être toxique pour la boîte. Ça me fait poser une question sur l'avancement de l'âge de la retraite, par exemple. Non mais il faut être très clair là-dessus. Le courage managérial, le courage des dirigeants est important. Il faut spotter les conneries, quoi. Sinon ça ne va plus. Eh bien, très bien. Donc, vous aurez beaucoup de choses à raconter demain à votre boss notamment. Merci beaucoup à tous et à toutes pour la qualité des échanges et bonne continuation.